Bonjour. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet tellement important pour nous. Quelle est notre place dans le monde? Et pour bien comprendre les différents mécanismes, comment nous allons pouvoir percevoir, comprendre, analyser notre place dans le monde, nous allons commencer par l'illustration d'un événement artistique qui a eu lieu en Autriche, qui s'appelle Fort Forest. Et comme vous le voyez, c'est un stade où a été recréée une forêt illuminée comme un match, et les personnes le regardent parce que, en fait, c'est la reprise d'un tableau où l'on voit un stade plein, malheureusement là, sur l'image, le stade n'est pas plein, qui regardent tous, comme ils regardent un match de football, ce petit bois qui est éclairé. Donc, qu'est-ce que veut dire cette prouesse artistique? C'est pour illustrer l'attraction de la nature. Et effectivement, nous sommes tellement attirés par la nature, et nous allons voir pourquoi, mais ça illustre également un deuxième phénomène, qui est la limitation de la conscience. Parce que nous ne percevons que le centre, que ce qui est illuminé, au même titre que dans un stade, on ne voit pas véritablement nos voisins, on regarde ce qui bouge, ce qui est lumineux, c'est-à-dire ce qui est au centre. Là, ce sont des arbres. Et c'est véritablement notre problème. Pour comprendre notre place dans le monde, on va devoir dépasser simplement ce que nos yeux nous montrent, tout simplement parce que c'est notre côté animal, nous regardons ce qui bouge, ce qui est important pour nous, et nous ne voyons qu'une toute petite part. Dans la conscience, en fait, nous avons un éclairage que ce qui est important pour nous, important pour notre survie, et le reste dans l'obscurité. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de voir justement le reste, de comprendre notre place dans le monde en dépassant notre regard limité, en dépassant le focus de la conscience sur un tout petit bout, ce que nous voyons comme dans cette illustration Fort Forest. Et comme vous le voyez dans cette vidéo, nous sommes touchés, effectivement, ça nous dépasse, nous sommes touchés par cette beauté de la nature. Et le thème de la nature se retrouve dans un très grand nombre de tableaux, tellement ça nous touche, tellement nous sommes, comment dire, nous comprenons en regardant cette nature qu'on accède à quelque chose de fondamental qui est en rapport avec nous. C'est tellement vrai que aujourd'hui, beaucoup de citadins veulent revenir à la nature, que dès qu'il y a un moment de vacances, où vont les personnes? Soit à la plage, soit à la mer, soit à la montagne, tellement ils veulent se reconnecter avec ce fondamental. Mais la question, c'est pourquoi c'est beau? Et nous, on n'a pas la réponse, parce que c'est beau, hein. Mais vous mettez par exemple un cerf qui regarde le même paysage, le cerf ne verra pas du tout la même chose, parce qu'un cerf voit en noir et blanc, puisqu'il vit dans les forêts. Il y a tellement de nuances de vert que ça finirait par fatiguer sa rétine. Donc pour sa survie, en fait, il ne voit qu'en noir et blanc, que les plantes qui l'intéressent, si vous voulez, que le mouvement, les chasseurs qui viennent, ou un prédateur. Donc, est-ce que la vision de la nature pour un cerf est beau et nous émeut comme nous? Nous n'en savons rien, mais certainement ce qu'il perçoit le touche parce qu'il a un odorat extrêmement développé, donc il a des sensations également. Mais nous, avec notre sensibilité, nous voyons bien que ça nous dépasse complètement. Pour comprendre cette perception, ce fait pourquoi nous sommes émus par ce tableau de la nature, alors que quand on analyse ce tableau, on pourrait dire, oui, ça n'est que de l'eau qui bouge, on voit des plantes, on voit des rochers, on voit du ciel, et alors, hein, si on veut être tout à fait rationnel, et pourtant nous sommes extrêmement émus et nous trouvons ça tellement beau, tellement harmonieux, tellement calme. C'est pas du hasard, parce que effectivement, nous sommes issus de cette nature, réellement. Et vous voyez, on commence à dépasser simplement ce que notre regard montre pour comprendre notre place dans le monde. En effet, une réalité scientifique, c'est par exemple le magnésium qu'il y a dans nos cellules. Vous savez, il y a beaucoup qui font de la publicité pour prendre du magnésium, boire du magnésium, parce que, effectivement, le magnésium fait partie de notre système cellulaire de façon extrêmement importante. Il ne vient pas de cette terre. En fait, le magnésium qui nous sert dans nos cellules, qui sert à notre fonctionnement cellulaire, vient techniquement de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire que, comme le montre cette vidéo, vous
voyez, ces rochers dans l'espace, nous sommes issus de là. Alors, bien sûr, il y a très longtemps, mais c'est une réalité. Et nous comprenons quand nous sommes émerveillés par des vues de l'espace, parce que nous sommes issus de cette réalité-là. Et c'est tout à fait vrai que c'est, au départ, vous savez, les scientifiques nous parlent du Big Bang, nous parlent de la création de l'univers, c'est fascinant, parce que, au départ, ce sont des rochers qui s'entrechoquent, ce sont des énergies, il y a plein de choses. Mais nous sommes issus de ça. Donc, nous ressentons cela de façon extrêmement profonde, et c'est universel. Tous les hommes de toutes les époques, ça a probablement commencé avec les premiers hommes dans les cavernes, et ça continue bien sûr maintenant, ressentent ça, sont vraiment émus par le monde, par tout ce qu'il comprend, et par la vie en particulier, et dans toutes les formes de vie. Regardez cette vidéo sur les méduses, on est fasciné. On est fasciné pour plusieurs choses. Déjà parce que ça bouge. Donc c'est notre côté animal, ça bouge. Est-ce que ça va être de la nourriture? Est-ce que c'est un prédateur? Donc il y a ce côté-là. Mais il y a le côté bleu de la mer, et on a tous cette fascination pour l'eau, pour la mer, parce que ça, voilà, ça nous parle. Et c'est ça qui est... c'est comme ça qu'on peut expérimenter le fait que, en fait, on dépasse simplement ce que notre regard animal peut voir pour une autre réalité qui va nous donner aussi notre place dans le monde. Et pour ça, il faut dépasser les limites de ce que nous voyons. Il faut aussi agir dans le temps, et on le verra. Donc, quand on regarde cette vidéo sur les méduses, on est fasciné par toute cette manifestation de vie, parce que nous sentons confusément que nous venons de là, que nous sommes apparentés à cette vie-là. Et les documentaires animaliers font toujours partie des spectacles de télé qui marchent très très bien, parce que ça nous fascine. On va voir une autre réalité. La vidéo de chat, comme vous le savez, est ce qu'il y a le plus populaire sur YouTube. Ça a toujours marché. Ça a vraiment lancé Dailymotion et YouTube, parce qu'on est fasciné par les chats. Pourquoi est-on fasciné par les chats? Parce que on est tous issus d'une histoire où nous dépendons dans notre vie d'une relation maternelle. C'est-à-dire que nous sommes mécaniquement toujours touchés par ce qui est mignon. Certains appellent ça la mignonitude, mais c'est vrai. Regardez dans un bus, regardez dans n'importe quel endroit, dès qu'il y a un bébé, dès qu'il y a un petit enfant, tout le monde fait « Ah, gousi, gousi !» Parce que... Et ça ne veut pas dire que nous sommes spécialement gentils, humains, etc. Hitler faisait gousi-gousi sur des vidéos à des petits-enfants le jour de leur anniversaire. Parce que nous sommes issus de cette histoire-là. C'est parce que les yeux des petits chatons nous touchent que nous faisons « Oh, qu'ils sont mignons !» Parce que nous faisons la même chose avec des petits bébés. « Oh, qu'ils sont mignons !» Parce que si nous n'avions pas ce comportement-là, il serait incapable de vivre tout seul. C'est parce que la mère, quand elle voit son petit bébé, fait « Ah, qu'il est mignon, c'est la chose la plus belle qui m'est arrivée », qu'elle peut s'occuper de cet enfant avec tout ce que ça comprend, les journées où il vomit, les journées où il a la diarrhée, etc., etc. Parce qu'à la base, nous sommes extrêmement touchés parce que c'est mignon. Comme les petits chats, d'où le fait que les vidéos des petits chats restent toujours une attraction mécanique, en fait, extrêmement importante pour nous, parce que ça nous rappelle notre histoire, parce que nous avons besoin, dans notre histoire, que quelqu'un s'occupe de nous, donc nous trouve mignons. C'est pour ça que sur les mangas japonais, les yeux sont toujours agrandis pour que, quand les personnes voient les mangas japonais, ils trouvent ça mignon. Donc, ça nous parle de notre histoire, ça nous parle également de la place que nous avons, ça nous parle de ce pourquoi nous sommes là également. Et pour ça, effectivement, il faut dépasser ce que nous pouvons voir par nos yeux, puisque ça, c'est le côté animal. Et nous en avons la preuve scientifique. Regardez ce schéma. Ça nous montre en fait la composition de l'univers. Et c'est très étonnant parce que le consensus scientifique nous explique que ce que nous voyons, la matière visible, ne représente qu'en fait que 5% de l'univers. Tout le reste, nous ne le voyons pas. Nous ne savons même pas l'observer parce qu'il est probable que la matière noire, la matière sombre, l'énergie sombre, se passe dans d'autres dimensions. C'est-à-dire que l'essentiel est invisible. Et c'est ça notre monde.
L'essentiel est invisible. Donc nous allons nous intéresser à la fois à ce que nous voyons par nos yeux, ce que nous voyons par nos yeux est en rapport avec nos émotions, est en rapport aussi avec notre côté animal, et tout le reste. Parce que la réponse à quelle est notre place dans le monde, on n'aura pas toutes les réponses dans cette vidéo, mais on aura déjà des pistes, va nous oblige à aller beaucoup plus loin que simplement notre petit regard pour comprendre tout ce qui se passe. J'aime beaucoup ce petit schéma. Regardez cet homme qui est sur cet avion invisible, avec le slogan « Seuls ceux qui voient l'invisible peuvent réaliser l'impossible ». Ça veut dire que c'est pas parce qu'il a vu une chose avec ses yeux humains, comme un homme des cavernes verrait un gibier qui l'intéresse et il va vers, parce qu'on a toujours ce comportement-là, bien sûr, et on va le revoir tout à l'heure, mais parce qu'il voit ce qui n'existe pas. Et c'est ça une vision. C'est intéressant parce que, effectivement, toute notre humanité s'est aussi développée sur la base de visions de personnes qui voyaient des choses qui n'existaient pas et qui ont tout fait pour atteindre ce but. Seuls ceux qui voient l'invisible peuvent réaliser l'impossible, c'est une vérité par rapport à ça. Et ça illustre, c'est une application pratique du schéma sur la matière noire. L'essentiel, nous ne le voyons pas. Et ce qui guide notre vie aussi, nous avons du mal à le voir. D'où l'objet de cette vidéo, de toutes ces vidéos, de notre site, des livres, effectivement, qui nous parlent de notre destin, parce que ça n'est pas facile à voir avec nos yeux. Je suis parti d'un objet simple de tous les jours. Et vous allez voir un beau t-shirt, là c'est un polo en particulier, qui est connu, avec le polo au crocodile, avec plusieurs couleurs. Je suis parti d'un objet simple. Pourquoi? Parce que pour comprendre notre place dans le monde, il faut comprendre d'où nous viennent les choses. Et on va partir d'un objet de tous les jours et on va décliner à la fois les applications et l'origine. Et on va remonter très loin, vous verrez. Donc, ce t-shirt, qu'est-ce que c'est? On voit qu'il y a un grand nombre de couleurs, donc on peut être très beau avec ce t-shirt. Il coûte environ 100 €, vu la marque. Hein. Alors, le coût de revient, vous payez à peu près 12 fois le prix, mais réellement, le prix de coût de revient. Hein. Mais il coûte à peu près 100 € parce qu'on est prêt, beaucoup de personnes sont prêtes à payer 100 € parce que, d'une part, il est de bonne qualité, mais surtout parce que vous être beau. Et on voit cet influenceur, effectivement, il se trouve tellement beau dans sa chemisette en coton qu'il en fait un métier. Il se prend en photo, regardez comme je suis beau, et c'est ça, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui disent « regardez comme je suis beau », qui vendent des vêtements, qui vendent des produits de beauté pour les femmes notamment, mais aussi pour les hommes, ça existe. Bref, on est dans « regardez comme je suis beau », qui est un phénomène très important. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Alors, on peut dire que cet influenceur, est-ce que sa place dans le monde, c'est de montrer à tout le monde à quel point il est beau, et puis d'influencer donc beaucoup de monde en disant « faites comme moi, soyez beau comme moi ». Mais est-ce que nous sommes vraiment sur cette terre pour faire ça? C'est ça, c'est une question de fond. Parce que, avec cette thématique de t-shirt, le simple t-shirt en coton, on peut voir qu'il y a beaucoup ont fondé leur vie dessus. Et dans le domaine d'Internet, par exemple, il y a un certain nombre de plateformes qui vous promettent que vous pourrez faire beaucoup d'argent en vendant des t-shirts. Comment? Parce que eux, ils vont s'occuper de l'impression de t-shirts, et vous allez vous occuper de l'image, vous allez vous occuper du slogan, vous allez vous occuper de ce qui va intéresser les gens. Et on peut voir des t-shirts effectivement humoristiques, comme on le voit ici. Ces t-shirts humoristiques, bon, l'avantage c'est que c'est drôle, ça c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est la promesse de toute cette plateforme en disant vous allez faire beaucoup d'argent, le marché du t-shirt est extraordinaire, c'est vrai, beaucoup de monde dans toute la planète achète des t-shirts en coton, et donc vous allez faire beaucoup d'argent, sauf que la concurrence est telle que c'est absolument rarissime de faire de l'argent, mais on voit tellement se plonge dans ce business-là en disant voilà, je vais envahir le monde entier de mes t-shirts, rigolos ou pas rigolos, et tout le monde va l'acheter parce qu'il va se trouver beau, rigolo dans ça. Et on est dans un business d'apparence. Et beaucoup de notre monde actuel est malheureusement basé sur l'apparence, comme l'influenceur qui se trouve beau, qui se prend en photo, qui le partage et qui en fait un métier.
Alors, une fois qu'on se trouve beau avec notre t-shirt en coton, de belles couleurs, qui plaît, hein, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, la suite, hein, on va pouvoir essayer de séduire. Et là, je vous montre une application qui est connue, c'est l'application Fruits. Alors, c'est quoi l'application Fruits? Ce qui est amusant dans cette application, c'est que vous affichez un fruit en fonction de ce qui vous motive. Alors, comme vous le voyez, si vous voulez quelque chose de sérieux, vous affichez des cerises. Si vous voulez, comme on dit, pécho, bah, c'est une pêche. La pastèque, c'est si vous voulez une relation sans pépin, ce qu'ils appellent un plan cul. Bon. Et le grain de raisin, enfin les raisins, la grappe de raisin, si vous voulez prendre un verre sans se prendre la tête. Bon. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'effectivement, c'est la continuation de l'influenceur qui se trouve beau. Et qu'est-ce qu'il voit? Toujours pareil, hein, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit son mobile, parce que j'ai écouté des documentaires où des influenceurs parlaient de leur vie et disaient qu'ils sont 12 heures par jour sur leur mobile. Et beaucoup de jeunes sont un grand nombre d'heures par jour sur leur mobile, c'est-à-dire que ce qu'ils voient, pour revenir à l'image de tout à l'heure, pour revenir à l'image de la forêt, leur vision, c'est leur mobile. Leur vie, c'est leur mobile. Et même, on les voit à chaque fois en disant « Un jour, j'ai perdu mon mobile et ma vie a disparu. » Et on les voit, ils le vivent ça, hein, réellement. Donc, c'est compliqué, effectivement, quand on voit tout ce qu'il y a dans notre planète, mais on va pouvoir approfondir là-dessus. Et donc, revenons à l'application Fruits. Donc, la stratégie, effectivement, c'est de dire, voilà, grâce à mon mobile, je vais pouvoir faire des rencontres d'un soir ou plus, plein d'hommes ou plein de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont essayé ces applications-là disent tout le monde ment. Pourquoi? Parce que c'est une question de stratégie. Beaucoup de femmes veulent en fait une relation sérieuse. Alors après, il y a plein d'exceptions, hein, mais beaucoup de femmes, on va dire, veulent plutôt cerise, et beaucoup d'hommes sont plutôt intéressés par la pêche. Bon. Alors, je suis conscient que c'est caricatural, mais c'est des tendances. Et alors, les deux se disent, si je mets ça, j'aurai personne. Hein, si je mets cerise, je vais me retrouver toute seule. Donc, la cerise se transforme en raisin pour les femmes, et les hommes font le même raisonnement. Si je mets pêche, je vais être tout seul, donc je vais mettre raisin. Donc, tout le monde a du raisin. Ou, enfin, en très grande majorité, a du raisin. Tout le monde ment. C'est intéressant parce que on est dans l'apparence, on est dans qu'est-ce que je veux. Je veux l'autre, hein, je veux pécho l'autre, et donc je vais commencer par mentir, par faire une belle photo, d'où les t-shirts, hein, comme l'influenceur tout à l'heure. C'est pas lui, hein, c'est juste un influenceur parmi d'autres, mais c'est tous ces influenceurs, et en général tous ceux qui trouvent que c'est tellement important de se prendre en photo pour montrer à quel point ils sont beaux. Après, partager des photos en famille, j'ai aucun problème avec ça, ou avec des amis, c'est important. Ça permet de nouer le contact. Mais il y a toute une partie qui se trouve beau, et donc c'est leur cœur de vie, c'est ça. D'où le rapport avec le t-shirt et les belles couleurs, et le t-shirt de marque et tout ça. Et donc, il y a une stratégie. Comment je vais faire pour avoir ce que je veux, d'accord? Et dans ces applications, il y en a qui ont beaucoup travaillé pour trouver c'est quoi ce qui marche, c'est quoi la formule magique. Alors, dans une des vidéos, qui a essayé l'accroche, la phrase d'accroche qui est la plus efficace selon lui. Alors, il a fait plein de tests pour avoir le plus de contacts possible, et il est arrivé à un nombre impressionnant de contacts, je crois que c'est 300 contacts en un mois. Bon. Et alors, il a dit, ce qui marche, c'est cette phrase-là. Et il a fait ce qu'on appelle une crush note. Et là, il dit enchanté, et il remplace les 3 petits points par le nom. Là, c'est Ambre. J'espère que tu seras le 5e fruit et légume recommandé pour être en bonne santé que je mangerai aujourd'hui. Et là, très drôle, très drôle, très drôle. Donc, ça, ce qui paraît, ça cartonne. Il a un taux de retour hallucinant. Il a 12 contacts par jour avec ça. Voilà du bonheur. Donc, c'est une stratégie d'algorithme, et ça nous fait poser question par rapport, effectivement, à nos capacités à séduire ou à rencontrer l'autre, parce que il y a une émission qui passe comme ça à la télévision, qui s'appelle « Marié au premier regard ». J'étais un peu surpris, j'essaye de regarder un peu le système, parce que le principe, c'est justement un algorithme
hein, qui matchent des personnes, et voilà, ils vont se marier, ils ne se connaissent pas, et on espère que ça va bien se passer. Bon, c'est un carnage, évidemment. Le taux de réussite des couples par ce système-là est de 15%. C'est-à-dire que le rapport, c'est qu'est-ce que nous regardons. Et quand on regarde ces émissions, c'est interminable, hein, parce qu'il faut attendre la fin où tout le monde veut voir une seule chose, quelle tête ils vont faire quand ils vont se trouver la première fois. Est-ce qu'ils vont faire la grimace ou pas? Voilà ce que tout le monde regarde. Et ça marche là-dessus. Autrement, c'est un carnage. Sur un plan de la construction du couple, voilà, 15% de taux de réussite, tout le reste, c'est un taux de chute. Et ceux qui sont les coachs en séduction ou les spécialistes en algorithme qui travaillent là-dessus vont voir les candidats en disant tu sais, nous c'est 15%, mais les applications, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est seulement 5%. Bon. C'est-à-dire qu'on est dans un système véritablement où ce qui est mis en avant, c'est un algorithme et un taux de chute considérable. Et après, en disant effectivement aux candidats, donc nous c'est 3 fois plus. Hein, bon. Et là, pour revenir à ce que nous sommes sur Terre, pour revenir à notre place dans le monde, on voit que, en fait, dans toute cette logique-là, ce que nous voyons, ce qui nous dirige, ça finit par être un algorithme Android. Donc, revenons à ce comportement-là, à ce que nous voyons, hein. Et effectivement, à partir du moment où nous avons un t-shirt coloré, un beau t-shirt coloré, nous pouvons nous trouver beaux et nous pouvons chercher à séduire, ce que nous avons survolé tout à l'heure. Et ça, c'est un comportement qu'on retrouve bien sûr dans la nature. On a par exemple cette image de mandrille. Le mandrille est très connu parce qu'il arbore des très belles couleurs fluorescentes pour plaire aux femelles. Plus il a ces belles couleurs fluorescentes, plus il a de succès auprès des femelles. Donc, on voit que ce côté-là est très développé dans les parades nuptiales pour les oiseaux. Par exemple, il se passe des choses très intéressantes. Là aussi, il y a un beau plumage. Et on voit que le choix qui est fait est véritablement de privilégier le rapport sexuel par rapport à la sécurité, parce que le mandrille, avec ses couleurs fluorescentes, se voit aussi beaucoup plus dans les arbres. Mais l'important, c'est à un moment donné la reproduction. Donc, à partir de ce t-shirt en coton, oui, nous pouvons faire le beau, donc nous pouvons séduire. Ça, c'est toute une partie de notre comportement, et il faut bien se rendre compte que c'est un comportement animal, hein, pour revoir l'image de tout à l'heure sur la forêt. Effectivement, notre conscience nous montre qu'une petite partie liée à la survie. Là, effectivement, nous pouvons être orientés sur simplement ce qui est important par rapport à notre survie, la reproduction, la nourriture, ce qui nous fait plaisir. Acheter un beau t-shirt pour être beau, ce qui n'a pas grand-chose à voir, en fait, avec le fait d'avoir un t-shirt confortable qui nous protège et qui correspond, en fait, à nos besoins. La question, c'est pourquoi nous pouvons avoir ce t-shirt-là au jour d'aujourd'hui, d'où il provient. Parce que c'est tellement important de se remettre dans ce contexte-là. On entend souvent les phrases, notamment, alors ça vient des États-Unis, mais on l'a partout, « je me suis fait tout seul ». Je me suis fait tout seul, ça veut dire, voilà, je n'ai de compte à rendre à personne. En fait, je me suis fait tout seul correspond au fait, je ne suis pas passé par une formation universitaire reconnue. Oui, sauf que le t-shirt de coton, pour prendre cet exemple-là, il ne s'est pas fait tout seul. Et l'objet aussi de la suite de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point nous sommes interdépendants les uns des autres, exactement comme ce que nous avons vu tout à l'heure pour les petits chats qui on s'entend une émotion parce que, à la base, nous sommes interdépendants les uns des autres. Et là, le petit chat est interdépendant de sa mère. Comme nous, bébés, nous sommes totalement dépendants de notre mère en particulier, de nos parents. Et nous continuons à agir sur ce processus-là, d'où le fait que dès qu'on voit un bébé, on lui fait gousi-gousi. Alors, je me suis fait tout seul, notre t-shirt s'est pas fait tout seul, et là on voit d'où il provient, on voit ces femmes au Bangladesh qui ont fait ce t-shirt pour quelques euros, alors qu'il est vendu 100 euros.
Donc, dès qu'on commence à dire, voilà, moi, je fais ce que je veux dans la vie parce que je suis indépendant, personne n'est indépendant. On est fondamentalement, et c'est un aspect important de notre place dans le monde, interdépendants les uns des autres. Et vous voyez que ce t-shirt, il n'est pas venu tout seul. Et je me suis posé la question oui, mais à l'origine, d'où ça vient ce t-shirt? D'où ça vient ce t-shirt en coton? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Et là, à travers un exemple simple de la vie de tous les jours, on va pouvoir changer notre regard, c'est-à-dire on va pouvoir remonter le temps, remonter l'espace, bref, sortir de notre regard humain limité et axé sur notre survie, parce que c'est un regard qui est essentiellement animal. À la base, le coton, c'est de la cellulose. Alors, on a ce petit schéma, c'est quoi la cellulose? En fait, ça rentre dans la composition des cellules végétales. Et on voit la cellulose, à la base, en fait, c'est un polymère de sucre extrêmement simple et qui sert à rigidifier la cellule végétale. Donc, ce que j'ai appris, ce que j'ignorais, c'est que la cellulose compose à 50% de la biomasse, la masse naturelle, sur cette Terre. À 50%, c'est énorme. Nous sommes sur une planète où la molécule la plus répandue sur Terre, c'est cette cellulose, justement. On voit à quel point elle est tellement importante. Elle est tellement importante parce qu'il y a en fait énormément d'applications de cette cellulose. On va parler du coton, mais pas que. La cellulose, c'est aussi pour le papier. Et il y a plein d'autres applications pour la cellulose. C'est-à-dire que, réellement, pour comprendre qui nous sommes, quelle est notre place sur le monde, et donc il faut comprendre notre interdépendance entre nous-mêmes et avec la nature également. Et on voit que nous sommes complètement dépendants de cette production de cellulose qui nous a permis de communiquer les uns avec les autres grâce au papier. Alors, j'ai fouillé les différentes sources scientifiques, et je suis abonné aussi à des publications scientifiques pour comprendre, mais oui, comment les cellules, à la base, ont fait pour produire cette cellulose. Bon. Et la difficulté, c'est que j'ai eu très très peu la réponse. Pourquoi? Parce que, en fait, on entre dans un peu un flou scientifique par rapport à ça. Par contre, j'ai vu partout, dès que je m'intéressais à cette discipline-là, en fait, c'est la paléobiologie, c'est-à-dire le fait de revenir aux sources, hein, de faire de l'histoire, de revenir aux sources. Pourquoi? Et c'est intéressant, pourquoi? Mais le problème, c'est que dès qu'on approfondit un peu les choses, la science n'a plus vraiment de réponse. Et ce que je voyais partout, dans tout ce que j'ai fouillé, c'est à chaque fois, regarde comment sont structurées les plantes. Oui, ça c'est l'observation, et là on voit par exemple les différentes formes de tiges, ça c'est basé sur ce que nous voyons, toujours pareil, notre regard humain. Oui, on voit que les tiges sont différentes. Oui, mais pourquoi? Comment ça s'est fait? Comment ces plantes ont pu synthétiser cette cellulose? Parce que, en fait, cette cellulose est tellement fondamentale sur notre Terre parce ils appellent ça l'acier des plantes. C'est intéressant parce que ça rigidifie les plantes. Ça permet en fait que ces fameuses tiges se dressent et puissent capter la lumière du soleil pour faire la photosynthèse. Mais pour ça, sans cet acier, vous voyez que toute cette tige, elle formerait qu'un petit tas et serait incapable de faire cette photosynthèse. Donc c'est vraiment l'acier des plantes. Et j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais à peu près personne qui avait cette réponse-là. On m'orientait toujours sur l'apparence, les classifications. Alors ça, les classifications, oui, ça a un intérêt, certainement, de savoir que telle plante a tel type de tige, telle forme. C'est comme les animaux, on comprend ça. Mais à un moment donné, on peut se poser aussi la question de jusqu'où va la science, parce qu'on passe un temps considérable à classifier le vivant, alors que, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, qu'il soit dans telle case ou telle autre. Ça montre la filiation qu'ils ont les uns par rapport aux autres, mais comment c'est fait? Pourquoi ils sont comme ça? Et ça, on arrive dans un flou scientifique extrêmement important. Donc on va remonter le plus possible, et on trouve... en fait, j'ai pu trouver un article scientifique qui expliquait que on pense que, donc ils n'en savent rien,
qu'à un moment donné, il y a eu des bactéries, puisque en fait la cellulose est générée peut-être générée par des bactéries qui ont fusionné avec des algues. Voilà. Et c'est tout ce qu'ils savent. Donc ils n'en savent rien. Donc j'ai remonté jusqu'aux bactéries, et on va s'intéresser à une forme de bactérie qui s'appelle les cyanobactéries. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on remonte d'où ça vient. Ça vient pas tout seul. Cette cellulose dans les plantes, elle ne vient pas tout seul. Et pour comprendre aussi notre place dans le monde et notre relation avec le vivant et la nature, pourquoi nous sommes émus, pourquoi nous sommes touchés, il faut remonter. Et on retrouve à la base de ce qu'on appelle des cyanobactéries. Alors, c'est très intéressant, ces cyanobactéries, comme vous voyez sur l'image, ce sont ces petites algues vertes que vous voyez sur les fleuves. Et c'est en fait, c'est un maillon extrêmement important de notre histoire, hein, pourquoi nous sommes là. Alors, c'est intéressant parce que les cyanobactéries, l'autre nom, c'est algues bleues. Sauf que ce ne sont pas des algues, elles ne sont pas bleues non plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les cyanobactéries, elles ont produit, en fait, elles ont tout un rôle, puisqu'elles ont fini par produire de l'oxygène. Et on va le voir juste après. Et la cellulose, pour en revenir au coton, la cellulose, en fait, est également produite par des bactéries. Et il y a des applications extraordinaires de cette cellulose bactérienne au jour d'aujourd'hui. C'est même un pan extrêmement développé. On rappelle que le bioéthanol aussi, c'est cette transformation bactérienne. On rappelle, enfin non, on ne rappelle pas parce que moi j'ai découvert il y a énormément de laboratoires de recherche qui travaillent sur cette application de la cellulose à des fins médicales, cet acier, pour en fait tout ce qui est pansement, attelle, etc. Ils sont en train de travailler à partir de ces fameuses petites bactéries pour qu'on ait, on va dire, cet acier, mais qui nous sert à renforcer les pansements ou à renforcer le corps. Et il y a des applications incroyables. Donc, une petite bactérie, pour nous, peut avoir un rôle extrêmement important. Alors, je continue à remonter, parce qu'il faut remonter beaucoup plus loin que ce que nous voyons, à la fois dans le temps et dans l'espace, parce que notre monde est structuré comme ça. Et une bactérie, c'est quoi? Alors, vous voyez, une image de bactérie. Déjà, pourquoi ça s'appelle bactérie? Parce que, comme d'habitude, c'est toujours le regard. Hein, ce qu'ils voient, ils ont vu des petits bâtons. Des petits bâtons, ils ont appelé ça bactérie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais, en fait, c'est un axe tellement important, ces bactéries, qui a tout changé sur Terre. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans cette photo, il y a ce qu'on appelle des stomatolites. Alors, c'est un peu technique, mais les stomatolites, c'est la suite de ces bactéries et qui ont fini par produire de l'oxygène sur cette planète. Suite à des transformations, des changements, tout d'un coup, les stomatolites se sont mis à produire de l'oxygène. Alors, c'est pas juste un accident, il y a mais c'est un peu complexe de résumer tout ça dans une vidéo. Alors, si vous pensez que c'est un coup de chance, ok, c'est possible. Hein. Un certain nombre, effectivement, pensent que tout ça est une chaîne de chance. Donc, si, pour arriver à nous et notre fameux t-shirt, et pour partir effectivement de ces bactéries et de ces stomatolites, tout ça c'est de la chance, la probabilité que ça arrive juste au hasard, c'est équivalent à si vous gagnez au loto tous les jours pendant 100 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de chance. Mais certains le pensent. Et quand on voit en fait tout se dérouler, tout ce plan, ce qui va nous intéresser au final, c'est quelle est notre place dans tout ce plan. Et les stomatolites ont été tellement importants parce que vous voyez sur ce schéma que c'est grâce à cette production d'oxygène qui s'est déclenchée suite à un autre phénomène et qui est en rapport aussi avec les planètes et ce qui nous vient de l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on est des extraterrestres, même si techniquement, comme le magnésium, une partie n'est pas terrestre à l'origine, mais est arrivée sur notre Terre. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est des aliens, hein, bien sûr. Mais dans l'arrivée de notre monde au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement, tout est parti, souvenez-vous du Big Bang, donc de l'espace. On voit à ce schéma de l'évolution de la composition atmosphérique, et ce qui est très étonnant, c'est que grâce à ces stomatolites d'oxygène, nous sommes là. Puisque ce sont ces stomatolites, donc ces petites bactéries, qui ont produit de l'oxygène. Et vous voyez que la production d'oxygène, à l'échelle du temps de la planète, est tout petit.
Donc, si au jour d'aujourd'hui je vous parle, c'est parce que je respire l'oxygène de ces petites bactéries. Et à l'échelle du temps de notre planète, c'est tout petit. Ce qui veut dire que pour bien comprendre ce que nous faisons là, ce pourquoi nous sommes là, quelle est notre place dans le monde, il faut comprendre aussi que notre échelle de temps n'est pas la bonne. Nous avons une échelle de temps un peu animale, comme nos yeux, c'est-à-dire à l'échelle d'une autre vie, mais en fait, il y a plein d'autres choses que nous allons continuer à voir. Parce que ce que nous apprend cette évolution de la composition atmosphérique, c'est que nous dépendons en fait d'une petite bactérie, à la base. Ce qui veut dire que pour avoir notre fameux t-shirt en coton, nous ne sommes pas faits tout seuls, parce que nous dépendons, nous dépendons toujours, par notre digestion par exemple, de ces petits organismes qui s'appellent la bactérie. Et pour remonter l'histoire de ce t-shirt en coton, on a vu la première étape, c'est fait le plus souvent au Bangladesh par ces femmes, mais ça vient de beaucoup plus loin. D'où ça vient ce coton? C'est quoi la culture du coton? Quand on remonte l'histoire du coton, on s'aperçoit que des Égyptiens, il y a bien longtemps, on en trouvait dans une grotte, ça a commencé comme ça. On en retrouve aussi des traces en Inde, donc il y a eu une production d'Inde, et vous voyez, ça finit au jour d'aujourd'hui au Bangladesh. Donc il y a une logique, parce qu'il y a eu une production suite au climat, comme l'Égypte, particulièrement propice pour le développement du coton. Mais alors, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce t-shirt? Et en fait, c'est une histoire absolument extraordinaire, puisqu'il y a eu des Égyptiens, il y a eu aussi des musulmans, il y a eu l'invasion arabe de l'Égypte, ils ont copié cette technique-là, ils l'ont importée ailleurs, et comme vous le savez, les musulmans ont essayé d'envahir une partie de l'Europe et ont été arrêtés. Donc on retrouve cette culture du coton en Sicile par exemple, et aussi en Espagne, et les croisés ont pu trouver cette technique de coton, l'ont importée ailleurs, et par rapport à l'Inde, l'Inde a été un producteur extrêmement important de la planète en coton. En fait, c'est aussi toutes les routes de la soie, c'est Marco Polo et tous ces découvreurs. Mais l'histoire du coton ne s'arrête pas là. Pour qu'on ait au jour d'aujourd'hui notre t-shirt en coton avec lequel nous nous trouvons très beau, il faut qu'il y a toute une partie de l'histoire, et notamment de la culture du coton aux États-Unis, qui a été extrêmement développée, et comme vous le savez, par les champs de coton du Sud, d'où l'esclavagisme. Et alors, on ne va pas faire toute l'histoire de l'esclavagisme, mais qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte que pour avoir ce coton, ce t-shirt en coton au jour d'aujourd'hui, il y a eu des millions d'esclaves à un moment donné dans les champs. Alors on peut s'attrister, on peut se dire, c'est dramatique, on peut se dire, mais c'est quoi la place dans le monde? Si c'est la même place que ces pauvres esclaves, j'ai pas envie, oui, bien sûr. Mais remarquez une chose, c'est que ces esclaves, tout cet esclavagisme a donné lieu à de grands bouleversements en fait. Si l'esclavagisme a disparu, il y a eu la guerre, la guerre de sécession américaine, mais il y a eu aussi plusieurs actions, et on voit en fait la place de l'esclavagisme dans cette histoire du coton, et l'abolition bien sûr, hein, puisque ça a très vite été combattu, et par quoi? Notamment par ce petit livre que vous avez peut-être lu à l'école, qui s'appelle La case de l'oncle Tom. Pourquoi je vous en parle? Parce que les historiens disent que c'est vraiment cette description, basée sur de nombreux témoignages d'esclaves, qui a déclenché véritablement tout l'abolitionnisme. Qui a écrit cette case de l'oncle Tom? Eh bien, on retrouve pour cette case de l'oncle Tom un pasteur protestant qui voulait donc s'opposer à l'esclavagisme. Mais pas que, on trouve également des mormons aux États-Unis, mais pas que, on retrouve dans l'abolition de l'esclavage toute l'influence des philosophes français comme Rousseau, avec la Révolution française, et qui s'est propagée ensuite aux États-Unis. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, pour que vous puissiez profiter de votre joli t-shirt en coton, on part des Égyptiens, on arrive aux Indiens, on repasse par des musulmans, il y a des croisés, et on continue par un pasteur protestant, et on continue par les philosophes français, et beaucoup d'autres. Et on passe effectivement par l'esclavagisme. Donc il y a
une chaîne de millions de personnes pour aboutir à cet objet simple qui est notre t-shirt en coton avec lequel on se trouve beau. Donc on pourrait dire, mais c'est un épisode d'une grande tristesse, ça montre que l'homme est mauvais. Il y a des côtés mauvais dans l'homme, mais il y a aussi des bons côtés. Parce qu'on voyait que ça a bousculé, les choses se sont bousculées. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'a donné cet esclavagisme. En fait, le négro spiritual, qui est la base, une des bases très importantes de notre musique moderne, est issu de l'esclavagisme. Donc s'il n'y avait pas eu des esclaves, avec la tristesse qu'on peut avoir pour tous ceux qui ont connu l'esclavagisme, avec tous les mauvais traitements, avec la perte des droits et tout ça, il n'y aurait jamais eu ce négro spiritual qui est issu en fait de ces gospels, c'est-à-dire de ces chants de liberté et de ces chants qui faisaient appel à Dieu, de ces chants spirituels, négro spirituels, pour sortir en fait de cet esclavagisme, pour cette libération. Donc le négro spirituel est la base de tout ce que nous connaissons après, le blues, le soul et le rock and roll. Et je vais m'arrêter pour un destin particulier qui est Elvis. Pourquoi je veux m'arrêter un petit peu à Elvis? Parce que c'est intéressant. C'est quoi notre place dans le monde? Elvis, le destin très particulier d'Elvis, vous voyez, le ghetto, parce qu'il est issu du ghetto. Elvis n'a été Elvis que parce que son père a été ruiné, donc il s'est retrouvé dans le quartier noir, dans le ghetto, parce que très pauvre, et c'est là qu'il a découvert le négro spiritual, c'est là qu'il a découvert le gospel, puisqu'il était effectivement proche d'une église charismatique africaine, et il a découvert par cette influence-là qui lui a complètement modelé son style musical. Donc Elvis est arrivé en étant le blanc qui chante comme les noirs, c'était ça à l'époque. Et ça a tout changé. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que tout le rock'n'roll et la base du rock'n'roll et cet esclavagisme, en fait, tout le rock'n'roll et tous les courants dérivés du rock'n'roll vient de cette souffrance qu'ont connue les esclaves à cette époque-là. Et Elvis n'est devenu Elvis que parce que il a côtoyé, c'est parce qu'il a été élevé dans ce monde-là. Et ça a tout changé. Donc Elvis, après, on peut revoir sur ce qu'il voit avec ses yeux humains, malheureusement, a très vite sombré dans la petite forêt qu'il a devant ses yeux, c'est-à-dire le plaisir, la gloire et l'argent, la drogue, et il est mort complètement, malheureusement complètement dépendant et complètement détruit. Donc voilà quelqu'un qui a eu un destin exceptionnel et qui s'est fait brûler les ailes parce qu'il n'a pas plus su voir plus que ses yeux. Ses yeux animaux, ça veut dire il est allé vers le plaisir immédiat que sont les drogues et il en est mort. Voilà un exemple de destin qui est intéressant, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait un destin et qui s'est brûlé parce que il est resté justement sur la forêt, ce que nous pouvons voir avec notre conscience, c'est-à-dire voilà notre côté animal, le plaisir immédiat. Et ça n'est pas bon, en fait, pour notre développement, comme le montre l'exemple d'Elvis. Donc l'histoire extraordinaire d'Elvis nous montre comment ça marche pour que nous puissions avoir notre place dans le monde. Et on le voit, le succès d'Elvis vient de son destin, où il a été confronté à un monde, le monde effectivement, le monde noir américain, où il a véritablement appris la musique par rapport à ça. Et ce monde noir américain n'existerait pas sans la culture du coton, donc notre fameux t-shirt de tout à l'heure. Elvis, donc, ne serait pas existé sans l'histoire du coton. Et on peut voir également que si on a, comme on a fait tout à l'heure, remonter notre histoire de la cellulose à la bactérie, donc on part d'une bactérie pour arriver à un destin comme celui d'Elvis, plus toutes les figures de toutes les cultures et de plusieurs religions qui sont arrivées à ça. Donc pour que nous puissions rentrer dans notre destin, il faut en fait des millions de personnes, une sorte de chaîne, plus tout ce qui a précédé ces millions de personnes. Et nous voyons que si tout ça est arrivé, encore une fois, deux possibilités, hein, vous avez le droit de penser que tout ça c'est du hasard,
Mais la statistique ne va pas dans ce sens-là. Et si vous pensez que ce n'est pas un hasard, si vous pensez qu'à travers toute cette nature extraordinaire, nous voyons bien une force de vie à l'œuvre, ça veut dire que nous avons tous une place, au même titre que la plus petite bactérie a en fait un rôle extrêmement important dans qui nous sommes. Nous avons tous une place bien différenciée. Et l'exemple d'Elvis nous montre également que, malgré tout son destin, il s'est laissé prendre par ce qui est le problème de tous les hommes, les envies, la boulimie, donc la nourriture, le plaisir, la drogue, et il en est mort. Et il est complètement sorti de son destin par rapport à ça. Donc on voit le piège que notre nature animale n'est pas du tout notre meilleur allié pour rentrer dans ce qu'est cette force de vie à l'œuvre à travers toute cette planète et à travers tout l'univers a fait pour que nous rentrions au jour d'aujourd'hui dans notre destin, ce pourquoi nous sommes faits. Pour revenir à une question, c'est le côté pourquoi cette nature nous touche à ce point-là, pourquoi nous sommes tellement émus, pourquoi tellement de tableaux nous montrent de la nature. Certains ont voulu faire un raccourci, et c'est aussi le propre de notre nature humaine, de même que Elvis est mort de ses recherches de plaisir à tout prix. Beaucoup font la démarche de voir cette nature et de dire « je veux cette puissance-là ». Et on le voit dans le domaine des minéraux, de tout ce qui est de la mystique autour des minéraux. Vous voyez, ces pierres roulées, par exemple, elles sont très très jolies. Moi, j'en ai parce que je trouve que c'est très beau. En plus, c'est très agréable à toucher. Donc, il y a une sécrétion d'endorphine qui se fait quand on caresse un objet qui est doux et qui est très agréable. C'est la même chose, si vous voulez, que quand vous caressez un chat, ça fait le même effet. Mais il y a tout un buzz qui se fait pour nous expliquer que tous ces minéraux ont une énergie cachée qui va nous permettre d'aller mieux, de faire de la prospérité, de la chance, de tout ce que vous voulez. Et voilà, le problème, c'est que, partant du constat de tout à l'heure, hein, du constat qui a démarré cette vidéo, nous sommes fascinés par la nature, nous voulons accéder à nous voyons cette force de vie à l'œuvre dans cette nature, et nous voulons accéder à ça, et donc nous cherchons des raccourcis. Et là, il y a toute l'histoire de la mystique, de la magie également qui revient, un raccourci, on veut directement cette puissance. Alors, pour les minéraux, je vous rassure, il y a une expérience qui a été faite par un psychologue qui s'appelle Christopher French, ça ne s'invente pas, qui a distribué à 80 personnes, 40 ont reçu un véritable quartz et 40 ont reçu un bout de plastique. Chacun avait un bout de papier disant que grâce à ce quartz, il va avoir tel ou tel bénéfice dans sa vie, etc. Et en fait, ceux qui ont reçu un bout de plastique ou ceux qui ont reçu le vrai quartz ont ressenti la même chose. Ah oui, il y a bien une vibration qui part de cette pierre. Ah oui, on nous voit que ça nous fait du bien. Ah oui, on sent. Donc, plastique ou quartz, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire que si vous croyez que la pierre va vous envoyer des ondes, vous allez ressentir quelque chose. C'est très dangereux parce que, en fait, ces minéraux, ils sont beaux, hein, et comme ils sont très doux, effectivement, en les caressant, vous ressentez une sensation agréable qui n'a aucun caractère mystique. Mais quand vous voulez attribuer une cause, vous ressentez ce que vous voulez attribuer. Et c'est un raccourci parce que, en fait, nous avons déjà la force de ces minéraux. Rappelez-vous cette vidéo du fleuve, nous sommes issus de ça. Et je vous ai partagé tout à l'heure le magnésium, mais les autres minéraux, à un moment donné, souvenez-vous, il y a des publicités pour les eaux minérales qui nous disent que c'est grâce au fait que l'eau traverse ces minéraux que nous recevons ces différents minéraux qui nous font du bien. Oui, c'est vrai. En fait, nous avons déjà reçu tout à fait naturellement la puissance de ces minéraux, mais il ne faut pas faire un raccourci par rapport à ça. Et toute l'histoire, en fait, de la magie et de la sorcellerie, c'est on veut faire des raccourcis. On veut directement
aller à la puissance des minéraux, la puissance de l'eau, la puissance des nuages, etc., etc. Et c'est toute l'histoire également des croyances animistes, hein, à travers chacun. Il y a sûrement un petit esprit dans la pierre, il y a sûrement un petit esprit dans l'eau, il y a sûrement un petit esprit dans les nuages. Et je veux que ces petits esprits, bah, ils fassent ce que je veux, ce que je veux, qui est la base de la croyance animiste ou païenne, si vous voulez. Et ça, c'est un raccourci. Si vous comprenez bien qu'effectivement, il y a une force de vie à l'œuvre, qu'il y a un plan qui nous dépasse complètement. Regardez l'échelle de temps de tout à l'heure pour la création d'oxygène. Regardez la slide qui était en début de vidéo également sur la matière noire et sombre, donc qui est dans d'autres dimensions et auxquelles nous ne pourrons pas accéder, mais qui, en fait, est le plus important dans notre monde. Voilà une réalité scientifique objective. Ça veut dire que quelque chose nous dépasse, effectivement. Et vous pouvez approfondir cette question-là, vous pouvez dire que c'est la nature qui est bien faite, que c'est la nature qui est intelligente, et qui est une intelligence extraordinaire, ou vous pouvez dire la même chose en disant c'est Dieu qui est à l'origine de tout, qui est extraordinaire, qui nous dépasse. C'est pas le mot que vous mettez qui est important, c'est comprendre qu'il y a effectivement une force de vie à l'œuvre à travers tout ça, qui fait les choses. Regardez, comme une chose qui nous semblait mauvaise, comme l'esclavagisme, a abouti en fait à des changements de société extraordinaires qui impactent notre monde actuel. Donc on voit qu'il y a un plan qui nous dépasse complètement, c'est une réalité, et également un plan pour notre vie. Et c'est tout l'objet de cette chaîne vidéo, c'est l'objet de notre site, c'est l'objet de nos livres, rentrer effectivement dans notre destinée et ne pas se faire absorber par les mensonges, comme on l'a vu, comme Elvis, ou comme tous ceux qui cherchent effectivement la magie à travers les éléments, alors que nous avons déjà intégré la force de ces éléments de façon naturelle. Quand nous mangeons un poisson, nous mangeons aussi des particules de mer, d'algues, etc., etc., etc. Donc, souvenons-nous de ce principe qui est un principe tellement fondamental, seuls ceux qui voient l'invisible peuvent réaliser l'impossible, c'est-à-dire en sortant de notre regard animal, qui nous limite dans le temps et qui va nous faire, en fait, aller vers la recherche de plaisir ou de sécurité. Hein, Fritz, par exemple, pour la recherche de plaisir. Et on peut finir comme tous ces influenceurs, et je ne crois pas qu'ils rentrent dans une destinée tellement importante. Regardez comme je suis beau, faites comme moi. À un moment donné, est-ce qu'on est vraiment là sur cette terre pour ça? Et j'ai des doutes par rapport à cette question-là, parce qu'on est dans l'apparence, le superficiel, et regardez comme je suis beau, j'ai un polo avec un crocodile, et donc je suis très beau, hein, et donc je peux séduire. Là, on est dans un mécanisme qui est très animal, alors qu'on peut faire des choses bien tellement plus grandes les uns pour les autres que simplement regarder comme je suis beau que ça. Donc, continuez à voir toute cette chaîne, nous allons vraiment approfondir toutes ces questions-là, consultez le site, il y a également un grand nombre de brochures qui approfondissent ces questions-là, d'autres vidéos, et bien entendu nos livres. Et je vous dis à bientôt.